écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour, ravi de vous retrouver en direct dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre, d'être là un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, d'art et aussi de ruralité. Alors, quand le photographe, le réalisateur ou l'artiste s'intéresse à mettre en lumière le monde rural, en mettant en avant des histoires, en faisant des portraits de gens qui vivent un quotidien bien souvent loin des projecteurs, au plus près d'une terre riche, parfois rude, mais aussi bien prisée. Alors avec moi pour ça, j'ai des invités autour de la table, au téléphone. Marie-Françoise Philippe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association du Festival du cinéma et de la ruralité de La Biole. Oui. Qui vient de se terminer. C'est terminé hier soir. Et vous avez eu encore un bon succès, un franc succès, je crois. Oui, nous sommes contents. Avec nous plus avons de presque 4000 spectateurs de festivaliers, donc en comptant les scolaires, mais plus de 2000 festivaliers qui sont venus. Alors on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Jean-Luc Joseph, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes photographe, portraitiste de figures rurales, auteur de plusieurs livres, notamment celle de l'histoire alpine. On en parlera aussi tout à l'heure. Jean-Claude Allard, carnettiste photographe. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'un carnettiste ? Carnettiste, c'est un voyage qui a son appareil photo dans la poche, mais aussi, surtout, pour les carnettistes, un carnet de croquis qui lui sert à retracer les étapes du voyage. Voilà, c'est une autre façon de s'exprimer. Alors, vous exposez votre travail, vous avez exposé votre travail dans le cadre du festival de La Biole. Oui. Et vous travaillez notamment aussi autour de photosons avec le musicien Bruno Delanchy. Donc, vous nous raconterez aussi un petit peu en quoi ça consiste, les photosons. Lionel Berthet. Alors Lionel Berthet, bonjour. Bonjour. Il y a du monde autour de la table aujourd'hui. Hein. Vous êtes géographe de formation, bien sûr, et vous connaissez très bien le sujet de la ruralité. Et vous allez nous éclairer quand même. Si c'est à moi d'ouvrir le bal. Hein. Vous allez l'ouvrir, bien sûr. Mais avant, je vais présenter aussi notre dernier invité qui est de l'autre côté de la Méditerranée, qui a rejoint ces terres corses. Jean Froment. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Alors vous êtes Jean, le réalisateur d'un superbe documentaire, La part du rêve, qui a d'ailleurs a reçu le prix du public pour le festival. Un documentaire que j'ai aussi énormément apprécié, qui raconte les difficultés et les pressions que subit Laetitia, qui a fait le choix d'habiter avec 20 chèvres, en tout cas sur les terres de ses aïeux en Corse. Et c'est un choix qui est difficile à garder, en tout cas dans cette réalité-là. C'est effectivement la question que j'avais en faisant ce film, c'était peut-on exister en tant que petit paysan sur la terre corse ? Alors avec Pardon ? Oui, finissez Jean. Non, avec la problématique de Laetitia, c'est qu'elle a une bergerie qui a vue sur la mer. Et ça, c'est tout son malheur, parce que c'est l'endroit le plus convoité pour construire des résidences secondaires, pas très loin, etc. Notamment avec une maison avec une grosse piscine, par exemple. Je pense que c'est encore mieux d'avoir une grosse piscine vue sur la mer. Oui, c'est ça, exactement. Bon, on en parlera tout à l'heure un peu plus. Maintenant, je me tourne vers vous à nouveau, Lionel Berthet. Comment on pourrait définir la ruralité, en tout cas aujourd'hui, en Savoie, dans notre contexte ? Alors sur la Savoie même, la ruralité n'a pas forcément d'identité savoyarde à proprement parler. Le terme plus global de ruralité suppose déjà qu'il existe un autre mode de peuplement d'occupation humaine. Donc, sur le terme même de ruralité ne peut pas exister s'il n'y avait pas l'urbanisation. Si on remonte à comment Homo sapiens a vécu pendant pratiquement 300 000 ans, c'est-à-dire au contact avec la nature, sans agriculture, on ne parlait pas de ruralité à cette époque-là. L'invention de l'agriculture a modifié des choses dans notre mode humain d'occuper le territoire. Et
il faut bien faire attention, ce que les gens confondent souvent, la ruralité et la nature au sens strict. Une nature primaire, ça n'existe presque plus, mais ça veut dire jamais modifiée par l'homme, ne peut pas être associée à la ruralité. La ruralité nécessite qu'il y ait eu intervention sur le milieu naturel par une occupation humaine. Alors, par rapport à l'évolution, on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais par rapport à l'évolution de cette ruralité, qu'est-ce qu'on peut dire entre le début du siècle et aujourd'hui ? Entre le début du XXIe siècle, le XXIe siècle a ceci de commun, c'est que il a signé le tournant symbolique, le moment où 50% de l'humanité vit désormais en ville, et non plus à la campagne. Alors, il y a des liens, évidemment, entre les zones rurales et les zones urbaines. Les deux sont parfois en conflit, on le voit notamment en France, en Savoie encore plus, c'est vrai, pour les problématiques d'occupation des terres, de conflits d'intérêts, etc. Et en même temps, il y a quand même un retour, on a l'impression qu'il y a quand même un engouement pour le monde rural aujourd'hui, ou alors pour la nature, on pourrait faire le distinguo. Il y a un gros engouement, je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs, dames, pour la nature, effectivement, de plus en plus de vacanciers désormais qui, plutôt que d'aller à la mer dans des villes construites en bord de mer ou à la montagne dans des villes construites à la montagne, vont privilégier les stations vertes l'été, les petites stations familiales, villages l'hiver, finalement pour retrouver un peu une authenticité de ce qu'est le monde rural dans l'image d'Épinal qu'il peut véhiculer. Mais il y en a qui cherchent vraiment un tourisme de pleine nature, comme aller se promener dans un parc national où la plupart des activités humaines sont interdites, parc de la Vanoise, les Écrins, les Cévennes, etc. Mais ceux qu'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire qui font le choix de se réinstaller à la campagne aujourd'hui pour y vivre une vie professionnelle différente de ce qu'était la grande majorité de la population française encore avant le début du XXe siècle, c'est totalement différent en termes d'évolution sociétale. Alors rapidement, donc je m'adresse à vous, invité. Si vous deviez, donc c'est un peu comme un petit jeu, mais si vous deviez décrire en fait pour vous ce qu'est la ruralité en un mot ou en un adjectif, quel mot choisiriez-vous ? Et aussi une couleur. Alors je vous écoute, pardon. Alors, dans mon cas, j'associe la ruralité. Alors, moi, je suis photographe dans une petite commune qui est à 1000 mètres d'altitude, entre Megève et Albertville. On est en Val d'Arly. Et la ruralité que je côtoie, et c'est celle que je m'efforce d'illustrer au quotidien, elle est liée à l'élevage, à la forêt, au pastoralisme. Et je ne la conçois que dans la pente. Alors ça, c'est une vision un peu orientée. La ruralité que je photographie, c'est pas celle qui est dans les belles plaines, mais c'est celle qui est accrochée à la pente et c'est celle qui me touche le plus. D'accord, donc l'adjectif, ça serait quoi pour vous alors ? Ah là là. Hein ? Rugosité et précarité. D'accord. Et en couleur, ça serait vert ? Oui, ouais. En couleur, c'est vert, effectivement. Ou marron comme la bouse. Jean-Claude ? Oui, pour moi, la ruralité, c'est associé à la vie, parce que c'est la ruralité qui nous nourrit, quoi, toute la planète et nous autres aussi, quoi. Donc, voilà, si je devais utiliser un mot, ce serait ça, quoi, la vie. Marie-Françoise ? Moi, je dirais que la ruralité, c'est multiple. Parce que la ruralité, c'est un territoire, les gens qui y travaillent, qui la cultivent, qui habitent. Il y a beaucoup de thèmes abordés via la ruralité, enfin en tout cas au cinéma. Il y a beaucoup de mouvements dans ce que vous dites en tout cas. Mais on associe toujours la ruralité à l'activité professionnelle, donc à l'élevage, à l'agriculture, au pastoralisme, à la forêt. Où est-ce qu'on peut étendre le mot ruralité ? Je pense qu'on peut tout à fait l'étendre, oui. Enfin, la ruralité, les gens qui habitent maintenant dans des territoires ruraux, il y a très peu il y a de moins en moins de cultivateurs et d'éleveurs. Donc, justement, pour moi, le mot qui serait associé à la ruralité, c'est paysan. Un mot qu'on a un peu sorti de son contexte depuis la révolution agricole. Au sens noble du terme, le paysan, c'est la personne qui naît, qui vit et qui meurt au pays. Un pays, par définition, rural. C'est pas forcément que un cultivateur.
Et du coup, ma couleur, ce serait le blanc, parce que le blanc, c'est le mariage de toutes les couleurs, et toutes les couleurs sont naturellement présentes dans le monde rural, alors que dans le monde urbain, il y a quand même des couleurs qui sont dominantes. Toutes les couleurs sont aussi présentes, mais de manière artificielle. Ouais, très bien. Et vous, Jean? Ce sont d'abord des espaces anthropisés, entretenus par ces fameux paysans. Un terme qui est devenu péjoratif, au cours du temps et dans les années 60, d'ailleurs, puisque la plupart des Corses ont quitté la ruralité pour rejoindre les grandes villes que sont Bastia, Ajaccio, sont allés vivre sur la plaine. Et ce qui est intéressant ici, moi je m'intéresse vraiment à l'occupation du territoire et comment on a pu passer d'une terre qui était dédiée principalement à l'agro-pastoralisme à aujourd'hui des paysages de loisirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corse, on la voit juste comme une terre sauvage, une nature sauvage, alors que finalement, aujourd'hui, le maquis représente à peu près 80% du vert, en fait, du végétal. Et la Corse est devenue combustible à 80%. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie désertification un peu plus tardive par rapport au continent de la Terre. Et il faut comprendre que au 19e siècle, il y avait à peu près 80% du territoire qui était travaillé par l'homme. Et aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est 80% qui est à l'abandon. C'est du maquis, avec tous les risques que ça représente d'incendie. Voilà. Moi, c'est le vert. Le vert aussi. Le vert du maquis qui est vraiment la plaie de la Corse, quoi. Parce que c'est vrai que le tourisme voit dans le maquis, c'est la représentation d'une nature sauvage. Mais pas du tout, en fait. C'est simplement l'abandon et c'est un drame pour les gens ici. C'est un vrai drame. Bon, alors pour aller plus loin, je vous propose de partir en chanson et de nous laisser emmener par Trio avec son hymne de nos campagnes. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci d'être là avec nous. Nous parlons cinéma, art et ruralité aujourd'hui dans l'épicerie culturelle du territoire. Et j'ai autour de la table 4 invités et un autre en Corse. Jean Froment, réalisateur du documentaire La part du rêve. Alors on va s'intéresser, Jean-Luc Joseph, à vos photographies, puisque depuis 45 ans vous rendez témoignage. On peut dire que vous faites un vrai travail en fait de mémoire sur le monde rural du Val d'Arly, puisque vous avez commencé à photographier cette communauté alpine à votre arrivée dans la région. C'est bien ça ? Voilà, c'est exactement ça. Je découvre le Val d'Arly quand j'étais très jeune, étudiant. J'avais à peine plus de 20 ans. Et moi qui suis un urbain de naissance, j'ai été tout de suite bouleversé par ce que je découvrais au quotidien. Alors parce que vous venez d'où ? Je suis né à Grenoble, je fais mes études à Grenoble, je fais même mon service militaire à Grenoble, le grand désespoir de mon père qui me disait mais enfin il ne pouvait pas t'envoyer en Allemagne. Et puis, non, toute ma vie, moi j'ai un passé, mes 20 premières années de ma vie, c'est un passé d'urbain, et je découvre le Val d'Arly, donc territoire rural qui est accroché dans les pentes, à l'occasion de la rencontre avec la personne qui va devenir mon épouse, qui est native du village d'Héry, tout petit village, entre Megève et Albertville. Un tout petit village, mais territoire très étendu dans les pentes, puisqu'on va de 650 mètres en gros jusqu'à 1550, et à l'époque, il y a une forte occupation humaine. Et c'est ce quotidien-là que je commence à documenter dès le début de l'année 1973, mais avec plus ou moins de sérieux au départ, et puis progressivement, avec de plus en plus de sérieux, et puis de constance. Justement en m'efforçant sur 45 ans d'avoir une constance dans le regard et de suivre l'évolution donc des différentes générations. Il y a des gens que je photographie en 73, 74 qui sont de jeunes enfants, qui ont 7-8 ans et qui sont maintenant des pères de famille eux-mêmes. Et j'adore ce suivi-là. Mais au départ, c'était pas prévu.
Parce que là, ça fait donc 45 ans que vous faites ce travail-là. Mais au départ, quand vous avez commencé, j'imagine que vous étiez loin de vous douter du chemin que vous allez parcourir avec... Absolument. À l'origine, c'était complètement spontané. Moi, je photographiais quelque chose parce que un milieu que je trouvais, pour moi, urbain, que je trouvais exotique, parce qu'il me sortait complètement de mon quotidien de départ, de naissance. Qu'est-ce qui était frappant pour vous au départ ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Typiquement, l'utilisation des juments, des chevaux, pour conduire des attelages. Alors ça, non, j'imaginais pas le découvrir dans la France de la fin des années 70 ou du courant des années 70. Ça me bouleversait en me disant, mais c'est pas vrai. Ici, on attelle encore des juments pour tirer une charrette, pour tirer une charrue. Donc c'est un peu comme si vous remontiez le temps, c'est ça ? Voilà. En allant dans le Val d'Arly. Exactement, il y avait un exotisme anachronique, si j'ose dire, et c'est ça qui m'a tout à fait touché. Alors, au départ, en étant un peu extérieur à ça, je voyais ça comme presque un amusement, et plus ça allait, plus je me suis attaché à ces gens, et plus j'ai compris leur quotidien et la difficulté de leur quotidien qui est liée à la pente. Pourquoi on utilise une jument ? Parce qu'on ne peut pas y aller avec un tracteur. Tout vient de là. Et en découle plein de conséquences économiques. Quand toute sa vie, on va rester attaché à sa jument ou à ses quelques juments, on sait qu'on n'achètera pas une Lamborghini pour partir en week-end. Donc là, il y a un choix. Il y a un choix humain, il y a un choix de vie. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Ce que j'ai suivi aussi au fil des décennies, c'est dans les années 80 une très forte déprise agricole avec cette commune d'Éry que j'habite, qui est très vaste, sur laquelle, dans le courant des années 80, il n'y avait plus qu'un seul éleveur, producteur de lait. Bon, et il y en a à nouveau plusieurs. On peut dire qu'en 2022, il y en a 4 ou 5, et ça, c'est tout à fait réconfortant. Donc oui, il y a un retour à la terre, et un attachement à la terre, et peut-être une meilleure compréhension de la vie de la terre. Mais quand vous êtes, vous, arrivé dans le Val d'Arly, vous aviez déjà fait le choix, en fait, de vous y installer ? Non, ma vie professionnelle va malgré tout se dérouler en ville, à Grenoble, et je maintiendrai le contact chaque week-end avec ce monde-là, et puis à toutes les vacances que j'y ai passées systématiquement. Parce que ça modifie, je pense, effectivement, la manière de vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a selon vous, en tout cas, des différences, peut-être de relations au niveau, je pense aux relations entre les personnes de la ville à la campagne? Est-ce que vous avez vu des vraies différences de relations, notamment dans les soirées? Est-ce que les soirées sont occupées de la même manière? Il y a un événement auquel malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion d'assister, c'est le phénomène des veillées qui a disparu dans le courant des années 70. Et moi, pourtant, je découvre le Val d'Arly rural dans ces mêmes années-là. Et malheureusement, ça, c'est un phénomène dont j'ai beaucoup entendu parler, sur lequel j'ai trouvé des photographies d'archives familiales qui sont passionnantes et qui sont magnifiques, qui représentent donc le regroupement des voisins qui se regroupent dans une maison unique, tel soir, pour papoter, pour danser, pour chanter, pour casser des noix, pour partager le plaisir d'être ensemble et puis économiser un peu le chauffage. Donc j'ai trouvé, il y a des photos absolument touchantes de ces veillées-là. Ça, malheureusement, c'est un événement auquel je n'ai jamais assisté, spontanément. Alors, je pense, on parle aussi de ruralité, mais finalement, on peut se dire, dans certains contextes, dans certains milieux, la vie va être plus difficile que d'autres. Là, en montagne, on voit que on n'y va pas, on n'y vit pas aussi facilement. Enfin, il y a quand même une rudesse, Oui, il y a énormément de contraintes à faire le choix d'être éleveur, cultivateur ou forestier dans ces contrées-là. Par contre, je vois par exemple, alors en Savoie ou même en Corse, on verra aussi avec Jean Froment tout à l'heure, mais en Savoie, par exemple, dans nos campagnes à Saint-Ours, Jean-Claude Allard du village où vous êtes aujourd'hui, la campagne est beaucoup plus douce. Enfin, la manière de vivre, en tout cas la ruralité, est certainement beaucoup plus douce.
Oui, en Savoie probablement, à Saint-Ours aussi. Je pense que les cultivateurs, les agriculteurs à Saint-Ours sont dans une situation un petit peu privilégiée. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec moi, mais ils participent à la production du reblochon, donc ils ont une rentabilité qui est absolument assurée, quoi. Mais si je suis venu à ce festival du cinéma rural à La Biole, c'est parce que j'ai une sensibilité à la ruralité à travers mon fils. J'ai un fils qui est agriculteur, qui est paysan, et pour rejoindre Jean-Luc, effectivement, c'est une vie rude, mais c'est des choix de vie. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, moi je découvre aujourd'hui justement l'attraction animale. Lui, il fonctionne avec des chevaux, quoi. Il laboure avec des chevaux, il fait les foins avec des chevaux. Donc, j'ai cette sensibilité-là. Et puis, mon grand-père il était cantonnier, donc la campagne me parle, quoi. Alors, votre fils fait ce choix-là, alors qu'il pourrait finalement... C'est un choix. C'est un choix, vraiment un choix revendiqué depuis très longtemps et assumé, quoi. Donc, sa vie est rude, mais sa vie est pleine, sa vie est riche. Voilà. Marie-Françoise, vous voulez dire quelque chose sur la ruralité? Vous êtes originaire de La Biole? Moi, je suis originaire de La Biole et je suis revenue m'y installer il y a une trentaine d'années. Et c'est pour ça que je me suis investie dans le festival de La Biole, dont la thématique est la ruralité. Donc c'était quelque chose qui était sensible pour vous. Enfin, c'était de quelle manière en fait pourquoi vous êtes investi, engagé en fait dans ce festival? Qu'est-ce qui vous touchait? Moi, je me suis engagée pour 2 raisons. Parce que bon, la campagne, j'y ai passé mes vacances et je suis revenue m'installer dans la maison familiale qui est à la campagne. Enfin, non. La Biole, c'est plus vraiment une campagne. C'est très urbain maintenant, mais... Et je me suis investie aussi parce que, par rapport au cinéma qui m'intéresse beaucoup, quoi. Il s'agissait aussi peut-être de perpétuer des valeurs que vous aviez connues jeunes et sans nostalgie. Moi, par exemple, comme photographe, je n'ai aucune nostalgie dans mon regard. Je dis jamais c'était mieux en 60, en 70, en 80. Je dis il faut suivre l'évolution de la société, mais peut-être qu'avec le festival de La Biole, vous aviez envie de donner la parole à ces gens qui en bavent au quotidien avec ces problématiques-là. On avait envie de donner la parole aux gens qui vivent à la campagne, mais pas rien qu'aux paysans. Et donc on propose des portraits de paysans courageux, mais on propose aussi des films qui interpellent sur des sujets qui traversent la ruralité, comme la sécheresse, comme la raréfaction de la biodiversité, l'utilisation des pesticides. Enfin, ce sont des choses qui traversent la ruralité, mais qui touchent tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, propose aussi des films en France, qui abordent la ruralité en France, mais aussi dans le monde entier. Alors pour lancer en fait aussi cette partie effectivement sur le cinéma et la ruralité, on va écouter Letizia Giuntini. Letizia Giuntini, c'est la jeune fille qui a filmé Jean Froment dans son très beau documentaire, qui a écrit Terra Salvatica, Terre sauvage. Donc on va l'écouter et on en parlera tout de suite après. Di la d'anima sincera, di d'amore senza sfiere, ed è radio alla mente, nudo sorriso, nudo pianto, e siamo fosse un demonio, sarebbe peggio lo patrimonio. L'isola e villezze ne fermerebbe chi ha tristezza, ma siamo qui abbandonati a
Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors, on va traverser la Méditerranée maintenant pour rejoindre la Corse et retrouver l'histoire de Laetitia qu'on vient d'entendre, qui a été filmée par Jean Froment, réalisateur, donc comme je le disais tout à l'heure, de ce superbe documentaire La part du rêve, qui a reçu le prix du public au festival de la Biole cette semaine. Jean, vous m'entendez ? Ah, tout à fait. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, alors peut-être déjà pour vous resituer et vous situer par rapport à ceux qui vous écoutent, ceux qui nous écoutent, vous êtes l'auteur de plusieurs films et séries documentaires pour la chaîne Arte, dont La Corse, beauté sauvage. D'ailleurs, c'est ce qui vous a amené à mieux découvrir l'île. Et finalement, c'est par ce biais-là que vous êtes installé en Corse, c'est bien ça? Absolument, absolument. C'était une commande de la part d'Arte. C'était une série de 5 films sur la Corse. Et j'ai fait, et pour cette série de films, on a parcouru 40 000 kilomètres en voiture. On avait calculé tellement on était assez impressionnés. On a fait des heures de marche à pied. Et au bout d'une année de tournage, je me suis aperçu que j'avais pas fait le tour, en fait. C'est tout le paradoxe de cette île. Elle paraît vraiment petite et en même temps, c'est immense à cause des vallées. Il y a une vraie difficulté à circuler ici. Et donc, il me plaisait de continuer, puis à comprendre ce territoire, en fait, comment il s'organise, voilà, et sortir surtout des clichés, de cette Corse, voilà, qualité, île de beauté. Tous les magazines en parlent au mois de mai. Vous parlent de terre secrète, etc. Moi, ça m'intéressait de fouiller un peu tout ça, voilà. Alors, un peu comme Jean-Luc Joseph, finalement, vous avez eu un vrai, plus qu'un coup de cœur, on peut dire, c'était une vraie rencontre, finalement, cette terre. Oui, tout à fait. C'est un vrai questionnement, en fait. C'est un questionnement parce que c'est vraiment que des paradoxes. C'est une île de paradoxes, en fait. 8883 km², mais en fait, pour la parcourir et la connaître, moi, là, au bout de 10 ans, j'ai pas encore fait le tour, en fait. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu plus de ce documentaire La part du rêve. Donc vous êtes parti à la rencontre de Laetitia, c'est ça, qui élève 20 chèvres sur la terre de ses aïeux, de ses ancêtres. De ses ancêtres, absolument. Moi, j'avais une question en tête, c'était peut-on encore exister sur la terre corse en tant que petit paysan, et je cherchais en fait des gens un peu à part, qui avait une façon aussi de regarder la terre d'une manière un peu différente, peut-être artistique, ou des gens un peu de peu, quoi. Je voulais sortir aussi du côté traditionnel, je voulais pas entrer dans des questions économiques, en fait, par rapport au nombre de bêtes, le nombre de fromages, etc. Tout ça m'intéressait pas, en fait. C'était comment on pouvait regarder la terre et comment on pouvait la vivre. Tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est le photographe là qui parlait de la difficulté de la ruralité, mais je trouve qu'ici, avec elle aussi, j'ai trouvé, c'était le luxe du silence et du temps. Nous, on est assaillis sans cesse par des bruits, des injonctions à consommer. Et en fait, avec Laetitia, on est sur la terre, mais on est vraiment sur la terre. C'est des vraies valeurs qu'elle porte. Voilà. Et pour parler d'elle, en fait, Laetitia a effectivement un tout petit troupeau de 20 chèvres. Elle est hors institution, elle n'a pas de crédit, etc. Elle s'est installée sur la bergerie de ses ancêtres. Ça faisait 500 ans qu'ils étaient là. Et elle s'est placée malheureusement, cette bergerie, au-dessus du village de Lumio, qui aujourd'hui bat un triste record. Cette année, moi j'ai appris que c'était 78% de résidences secondaires. Si chacun veut avoir vu sur la mer. Alors à un moment, justement, elle en parle justement dans le documentaire et oui. Elle nous parle aussi justement de ces maisons qui sont la plupart du temps fermées en plus. Oui, c'est ça. Et le problème, il est en fait le rapport entre ces résidents à mi-temps qui veulent au calme et intimité et qui considèrent finalement comme une gêne ceux qui arpentent ces terres avec des animaux qui sont désormais arrêtés par des murs en parpaing, des grillages, parce que toutes les résidences s'enferment en fait.
et dont les emprises des maisons sont sur d'anciennes terres agricoles en fait. Voilà, et il faut consommer les paysages, peu importe les traces que nous y laissons. Et voilà, la difficulté pour elle, c'était que ces chèvres ne peuvent plus descendre, ne peuvent plus passer. Et puis, ce qui a mis un terme un peu à son activité dans ce coin-là, c'est que la commune a décidé de mettre en place une via ferrata, 200 000 €, pour mettre en place une via ferrata, pour détourner un sentier touristique et aller là où étaient ces chèvres, en fait. Voilà. Ouais, c'est sûr, là, quand on voit c'est assez scandaleux. Enfin, déjà, 200 000 €, ça fait cher le coup de perceuse, excusez-moi, mais bon, c'est pas non plus un aménagement massif. On est bien d'accord. Ferrata, mais... On est bien d'accord, etc. Mais je vais vous donner quelques chiffres. En 5 années, entre 2015 et 2020, en Corse, il y a eu à peu près 2000 hectares de terres à fort potentiel agropastoral qui ont été urbanisés. Et en Corse, comme dit Laetitia, les résidences secondaires poussent plus vite que les légumes. Voilà, c'est un vrai problème ici en Corse. Et puis, surtout, donc, comme elle a 20 chèvres, alors elle n'est pas considérée, ce qu'il en faut 100. Enfin, à un moment, elle parle du nombre de chèvres qui changerait aussi sa position. C'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée comme éleveur. Comme éleveur. Ouais. C'est ça, elle est considérée comme détentrice simplement, mais elle veut pas avoir un gros troupeau. Elle veut quand même avoir la liberté de faire de la musique et faire d'autres choses en fait. Elle ne veut pas se cantonner et puis bon voilà, faire de l'argent pour elle c'est pas trop son but quoi. C'est vraiment vivre, s'installer sur une terre voilà de la manière la plus simple possible. C'est ce sauf qu'on se rend compte qu'elle n'a pas la liberté finalement de vivre comme elle l'entend. Parce qu'elle va être quand même délogée, non ? Elle n'a pas été délogée, mais elle est partie. Mais elle est partie dans un coin où là, donc elle s'est reculée par rapport à la mer et elle est allée un peu vers les montagnes. Et là, ça y est. Là, elle trouve toute liberté elle a remonté sa bergerie et elle est hyper courageuse, quoi. Oui. Mais elle continue à vivre dans une notion de véritable liberté, en fait. Et alors, au niveau de la survie de son troupeau de chèvres, est-ce qu'elle trouve l'eau ? Est-ce qu'elle trouve la possibilité d'écouler ses produits laitiers ? Oui. Alors, elle fait pas beaucoup de fromage. Elle fait pas une quantité de fromage, etc. Mais bien sûr, elle les écoule sans souci. Le terrain là où elle s'est installée, le problème, c'est qu'il y a de la férule. Et vous savez tous que la férule, c'est une plante assez dangereuse pour les animaux. Donc, elle est en train d'éradiquer cette férule à coups de pioche. Non, c'est un courage redoutable, hein, puisqu'elle a remonté une nouvelle bergerie entièrement à la main, avec de la récupération, etc. Mais il y a une vraie volonté, vraie volonté d'exister sur la terre corse, mais dans un coin à part du tourisme, des résidences secondaires, etc. Elle a trouvé une source pour faire boire ses Oui, il n'y a pas de souci, Et voilà, et elle réalise son rêve, parce qu'elle a un rêve de verger, et elle va bientôt le réaliser. Elle a vu un terrain de 2000 m² qu'elle va pouvoir acheter bientôt, voilà. Là, c'est chouette. Moi, j'ai vu le film, j'ai eu vraiment le très grand bonheur de voir votre film, Jean, et je me suis attaché terriblement à ce personnage de Laetitia. Comme moi-même, je m'attache à certains de mes personnages depuis 45 ans. Il y a des gens qui figurent sur mes tout premiers films, et puis que j'ai accompagné jusqu'à leur décès 30 ou 40 ans plus tard. Et le personnage de Laetitia, moi, je trouve qu'il est prodigieux. Puis il est très fort, effectivement. Il est très fort. Elle a une beauté, cette femme. Et puis on voit quand elle fronce les sourcils, là, on voit tout le poids de ce qu'elle porte au quotidien pour vivre avec 20 chèvres, et ça, c'est admirable. Très courageuse, et en même temps, je trouve très optimiste. Et quand elle dit bon même si je vais pas m'installer, je vais pas poursuivre en fait sur les terres de mes ancêtres. De toute façon, moi, la Corse, ça l'a sûrement dérangé un petit peu d'aller s'installer ailleurs, mais je trouve qu'elle le prend quand même très bien, de dire je continue le chemin, tant pis, je vais m'installer un petit peu plus loin pour poursuivre mon activité, même si c'est pas chez mes ancêtres, j'y vais, quoi. Elle lâche rien et elle y va, je trouve, avec quand même beaucoup de gaieté, je trouve, de sérénité quand même. Ah, tout à fait, absolument. Elle lâche rien. C'est une vraie guerrière, je trouve, sur la terre. Et poétique, avec beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de poésie, beaucoup de sagesse aussi.
presque ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne. On a l'impression même que dans ce qu'elle dit, c'est même au-delà de ce qu'elle dit, au-delà de ce qu'elle pense. C'est-à-dire que c'est une portée qui est encore bien plus large et qui vient nous toucher en plein cœur. Et on parlait du côté aussi émotionnel du personnage. C'est vrai elle tire les larmes, et je crois que vous en avez même été témoin, Jean. Je crois que il y a eu beaucoup d'émotions. Ah, il y a eu beaucoup d'émotions et ça m'a beaucoup surpris au moment à la fin du visionnage. Effectivement, même Eric qui devait présenter, enfin qui m'a présenté, etc. Oui, il avait une forte émotion. Mais elle est touchante, c'est une femme hyper touchante. Mais même nous, on a été touchés. Et ce qui nous a plu aussi au moment du tournage, et c'était à mi-parcours du tournage, on a compris qu'en fait c'était une véritable sincérité. Et je trouve son geste le plus radical, c'est la sincérité. Parce qu'en fait, elle ne parle pas d'elle, elle ne parle pas forcément de ses problèmes. Elle parle d'une manière d'être au monde et qui nous concerne tous, la façon dont nous vivons la Terre, en fait, dont nous sommes sur Terre. Et je trouve ça tellement beau, en fait, hein. Et ça rejoint les mots de Pierre Rabhi. Ça me faisait penser à quand Pierre Rabhi dit quand nous regardons la Terre de loin depuis l'espace, tout ce que nous y voyons, c'est un gisement de ressources qu'il nous faut piller jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson. L'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite. Voilà, je trouve qu'elle nous résume cette phrase, voilà. Par rapport à Laetitia, effectivement, c'est un très 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 beau personnage, mais je voudrais insister, parce que j'ai vu aussi le film, sur la qualité du tournage, quoi. Si ce film a ému tant de gens, c'est pas seulement à cause de la personnalité de Laetitia, c'est aussi beaucoup à la façon dont le film a été réalisé, quoi. Jean c'est bien de le dire, Jean-Claude Allard. Jean a une façon de filmer les gens, il leur donne la parole, il les laisse parler, il les laisse s'exprimer. Il y a toute une beauté, toute une esthétique, et je pense que ça contribue à notre façon d'évoluer, à notre façon de voir la ruralité. Pour revenir à la ruralité, on sait bien qu'on est dans un monde qui va à la catastrophe, quoi. Et on est sensible, justement. Moi, c'est ce que m'a apporté le festival du cinéma rural à La Biole, c'est de voir qu'il y avait effectivement pas seulement cette difficulté, ces catastrophes annoncées, mais aussi ces réactions de jeunes agriculteurs, de jeunes qui étaient encore dans la scolarité, mais qui se tournaient vers l'agriculture, et nombre de films qui montraient des expériences. Moi, j'ai été surpris de voir la quantité d'expériences extraordinaires qui remettaient en question l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, etc., quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au film. C'est vrai que, en deux mots, c'est vrai que c'est important de le dire. Mais c'est un très beau film aussi, du point de vue cinéma. Voilà. Marie-Françoise, peut-être que vous pouvez aussi nous dire un petit peu, déjà nous donner votre sentiment par rapport au film de Jean Froment, et puis aussi celui qui a gagné. Alors l'autre film, j'ai plus. C'est là le prix du jury. Le film de Jean Froment, il m'a beaucoup ému, intéressé, comme tout le monde. Parce que Laetitia, c'est un tel personnage, tellement vivant, tellement porteuse d'espoir, enfin, qui nous interpelle. Et donc, l'autre prix, il a été attribué à un film qui est complètement différent. C'est plus une enquête fouillée, nuancée sur l'utilisation du glyphosate en Beauce. Donc, comment vous choisissez comment vous choisissez vos films? Comment ça se passe en fait? Nous en visionnons beaucoup. On a une douzaine de bénévoles de l'association du festival. On visionne beaucoup de documentaires. Les fictions, on les découvre au cinéma. Et actuellement, il y a beaucoup plus de documentaires et de fictions qui parlent du monde rural, du monde paysan et du monde rural. Avant, c'était beaucoup plus des films dans lesquels le monde rural, c'était plus un décor, ou alors des films patrimoniaux. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de films qui abordent l'essentiel. Enfin, il y a un vrai engagement. On peut dire que ce sont des films engagés. Jean, quand vous faites vos films, c'est un engagement. Vous prenez position? Clairement, oui, tout à fait.
Ah oui, c'est une vraie volonté. Quand je mets ma voix pour traduire les textes des chansons, enfin des textes que chantés en Corse par Laetitia, c'est ma manière de me placer dans le film et de dire je te soutiens, mais je te suis complètement. Et c'est oui, bien sûr, j'espère que c'est militant, que ça va faire réfléchir des gens, absolument. Mais bon, je suis pas certain que ça changera grand chose, malheureusement, mais bon. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Vous voulez réagir Oui. Jean, je partage votre avis. Il est très important de montrer, et que ce soit en image fixe ou en image animée ou en témoignage sonore, il est très important de montrer parce qu'on voit que progressivement la société évolue. On peut dire qu'elle a évolué depuis une vingtaine d'années. Quel est votre engagement, vous, Jean-Claude Allard, dans vos photos? Ce que je veux dire, enfin, qui va sans doute répondre en partie à votre question, c'est que il y a différentes façons de regarder le monde, d'observer le monde, de mesurer le monde, d'évaluer le monde. C'est effectivement faire des mesures scientifiques, faire des sondages, faire des mesures, etc., etc. Et puis, il y a une autre façon, c'est de faire appel à l'émotivité, c'est de faire appel à la sensibilité des gens. Et le film de Jean, il rentre exactement là-dedans, parce que c'est pas seulement un documentaire avec des chiffres, avec une expérience qui est mesurée comme ça, mais on est envahi par l'émotion, par la sensibilité du film, quoi. Voilà. Donc, et je pense que c'est le travail, entre guillemets, le travail des artistes, enfin, disons plutôt le rôle des artistes, c'est de faire découvrir le monde d'une autre façon, quoi, qu'avec des chiffres et des pourcentages et des statistiques, etc., quoi. Même si elles ont leur importance. Bien sûr. Marie-Françoise. Oui, je disais, les photos de Jean-Claude Allard, les gens nous se demandaient pourquoi on avait présenté une exposition avec des photos abstraites. Et on les a présentées, on a été ravis de les présenter parce que c'est un regard sur les éléments naturels, pour en faire découvrir la beauté. Et Jean-Claude Allard émeut grâce à ces photos. Alors moi, j'ai retrouvé un peu de l'art rupestre dans vos clichés, Jean-Claude Allard. Oui, effectivement, ça, c'est votre interprétation. Et c'est très, elle est très bien. Et chaque fois que j'échange avec des gens qui regardent mes photos, n'importe qui me fait voir des choses que moi j'ai pas vues dans des photos. Volontairement, elles ont pas de titre. Ce sont des photos je photographie la réalité. Ce sont des objets du quotidien, mais je le photographie d'une certaine façon, et du coup elles apparaissent abstraites, mais comme je le disais lors du festival, la frontière entre le flou et le concret est complètement vraiment flou, quoi. Cette frontière n'existe pas, quoi. Dans les photos abstraites, on peut y découvrir des paysages, etc., quoi. Et ce qui est intéressant, vous me permettez d'intervenir ? Oui, allez-y. Ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Jean-Claude Allard, c'est effectivement la vision dont on peut avoir par rapport aux choses. C'est-à-dire, en fait, effectivement, on peut faire des films très économiques et explicatifs qui sont nécessaires, sans souci. Mais ce qui est intéressant, c'est la vision. Et on peut tous avoir une vision poétique sur le monde. Et si la poésie serait peut-être un peu plus là, peut-être le monde partirait moins à volo, on aurait une façon de regarder, ce qui nous entoure, et on le vit différemment, mais par la poésie, quoi. Et Laetitia, c'est la poésie du monde. Lionel Berthet voulait réagir. Dans le cinéma rural, cinéma rural, il y a des nuances qui sont pas évidentes. C'est vrai, souvent, il y a des confusions qui sont faites avec les films vraiment de pleine nature, de nature quasiment sauvage, comme ce que vous avez projeté ces derniers jours, La Panthère des Neiges, La Panthère des Neiges, je vais y arriver, excusez-moi, Lynx. Là, on n'est pas sur des films à proprement parler de ruralité. Et pourtant, c'est ce qui cartonne le plus au box-office. Que ce soit La Marche de l'Empereur, que ce soit Le Peuple migrateur, Microcosmos. Vous aviez failli d'ailleurs faire exploser quasiment la salle à La Biole quand vous l'aviez projeté en avant-première, Microcosmos, en 96. Dans la ruralité, finalement, les films qui touchent au sens strict à la ruralité, ce que les sociétés rurales nous ont légué, malheureusement, ont encore très peu de succès aujourd'hui quand on regarde le box-office, comme on dit. Pourtant, le patrimoine qui nous est légué par ces civilisations rurales, il est phénoménal. On parlait tout à l'heure, on a cité Pierre Rabhi, on a cité la problématique de la ressource en eau. De tout temps, il y a eu des conflits d'intérêts pour la gestion de la ressource en eau, même dans des civilisations fortement rurales.
Ce qui change aujourd'hui, on est au cœur de l'actualité vraiment, et ce qui crée des désordres majeurs aujourd'hui dans cette gestion de la ressource en eau, c'est le rapport de force. À une époque où il y avait que des petits paysans, le rapport de force, il était équilibré. Aujourd'hui, on est sur des rapports de force qui virent parfois à des émeutes. En Ardèche, allez un peu visiter la moyenne vallée du Chassezac, vous allez retrouver des vestiges de canaux d'irrigation que là-bas on appelait des béales et des béalières. Dans le Pilat, c'était des biais. À Chana, c'est un bièze avec un Z. Je ne devrais pas prononcer le Z, mais ce sont des canaux d'irrigation qui servaient à détourner les eaux, une partie des eaux, des cours d'eau, des ruisseaux, pour aller irriguer parfois sur des dizaines de kilomètres des terrasses de culture. Ce patrimoine-là est aujourd'hui totalement abandonné, à l'exception de quelques associations. J'en profite pour en saluer une, Bessaou et Patrimoine à Sainte-Marguerite-la-Figère. Et ne serait-ce que cela, personne ne le met en valeur. Cette richesse, c'est un patrimoine qui disparaît en France. Nos voisins suisses, par contre, eux, ils savent très bien le valoriser et au moins faire perdurer cette mémoire-là. Il y a un bis, ça s'appelle un bis en Suisse, qui figure sur le billet de 100 francs suisses, un bis qui est patrimoine national. C'est intéressant tout ça. Alors moi, dans ce que j'entends, dans tout ce qu'on dit sur la ruralité, c'est en tout cas la fragilité. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de prise de conscience forte que porte par exemple le Festival de la Biole? Est-ce que c'est un des enjeux principaux, j'imagine, aussi? On programme forcément beaucoup de films qui interpellent, qui interrogent, mais il y a quand même de plus en plus de fiction qui parle des problèmes qui traversent la ruralité, comme par exemple Petit Paysan d'Hubert Charuel, Au nom de la terre d'Édouard Bergeon, ou La terre des hommes de Naël Marandin. C'est des films, il y a quelques 20 ans, on n'en voyait aucun des films, des fictions de ce style. Et il y a aussi de plus en plus de documentaires avec des portraits attachants et puis des questions qui sont au cœur du film. Alors, est-ce que dans le festival de la ruralité de la Biole, dans les éditions, est-ce que vous avez des thématiques un petit peu précises d'une année sur l'autre? Tout à l'heure, on parlait de l'eau, par exemple. Je me dis, ça, c'est une thématique. Est-ce que vous êtes guidé par des thématiques? On essaye régulièrement, mais finalement, en général, à chaque édition, il y a plusieurs thématiques qui émergent. Alors, je pensais aussi à votre film, Jean Froment, les flammes du paradis. Alors, je ne l'ai pas vu, mais je me suis dit, mais peut-être qu'il s'attaque aux incendies avec les dégâts que ça génère. Les flammes du paradis? Non, pas du tout, c'est pas... Si, tout à fait. Ça a été Non, mais c'est marrant de parler de ça parce que ça fait partie aussi de l'occupation du territoire, en fait. Ça montre exactement comment le territoire insulaire a évolué au moins sur 2 siècles, sur les derniers siècles. Et ça a été un long travail. J'ai travaillé 3 ans. J'ai suivi pendant 2 années des forestiers sapeurs qui sont, c'est un corps de métier qui a été créé suite à l'absence des bergers sur la terre, en fait, la disparition, le maquis qui revient, etc., qui se rapproche des portes du village, des maisons, et donc les problématiques incendies autour de ça. J'ai absolument pas voulu suivre les pompiers, puisque, tout ça, on connaît les pompiers, mais en fait, c'était comment on organise un territoire par rapport au risque incendie, puisque la Corse aujourd'hui est combustible à près de 80%. Et voilà, donc j'ai suivi des forestiers sapeurs qui vont débroussailler à l'aide de feu, en faisant des brûlages dirigés sur les crêtes, etc., et organisent le territoire suite à l'absence justement de la désertification autour des villages du monde rural, en fait, puisque ça disparaît complètement. Alors, on va marquer notre dernière pause musicale avec Benabar à la campagne, et on se retrouve pour notre émission. Merci.